Le travail sur l'ombre, une vidéo très importante que j'ai la joie de vous partager aujourd'hui. Elle fait suite à la vidéo précédente sur les 6 étapes de l'éveil spirituel. Et le travail sur l'ombre, eh bien, on peut le faire à la première, à la deuxième, à la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième étape. C'est évidemment dans les troisième et un peu moins quatrième étapes qu'on en a le plus besoin pour dépasser le mal-être dans lequel on se trouve. Mais en fait, ce travail sur l'ombre, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Ce travail sur l'ombre, il est vraiment long, puisque quand on a fini de travailler sur son ombre, finalement, on est ce qu'on pourrait appeler un libéré vivant ou un maître spirituel. Ce travail sur l'ombre, il est extraordinairement long, il est virtuellement infini, puisqu'on pourrait dire que seuls les grands avatars l'ont terminé, Krishna, Bouddha, le Christ, etc., ont pu aller jusqu'au bout de ce travail de désidentification complète avec l'ego. Je suis Charles Le Goff, astrologue et psychothérapeute. Et dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses différentes. Premièrement, ce qu'est l'ombre et la différence de l'ombre spirituelle par rapport à l'ombre de la psychanalyse. Dans la deuxième partie, on verra comment repérer quand notre ombre se déclenche. On verra qu'il y a plusieurs techniques importantes, utiles à utiliser. Et troisième partie, eh bien, comment transformer l'ombre. Cette fois-ci, on verra 5 techniques pour transformer notre ombre. S'il y avait des Jeux Olympiques du travail sur l'ombre, je n'aurais peut-être pas la médaille d'or, car il y a certainement d'autres personnes dans le monde qui sont très assidues à ce travail aussi. Mais en tout cas, il est vraisemblable que j'arriverai à me qualifier, car au cours des 20 dernières années, j'ai souvent passé entre 8 à 10 heures par jour à travailler sur mes ombres, avec des dizaines, peut-être même une centaine de techniques différentes, des combinaisons créatives. Bon, je vous détaillerai ça, il y a des choses assez variées à explorer dans diverses vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est parce que j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à faire ce travail que je vous le partage et que je peux aussi vous accompagner à le faire. Pour la psychanalyse, de façon générale, l'ombre est la partie blessée de notre inconscient, qui viendrait, selon la psychanalyse, principalement de notre enfance. Nos parents auraient projeté certaines idées, certaines émotions, et on les aurait intégrées, mais on n'en aurait pas le souvenir conscient. Par exemple, si on s'était mis à crier et que nos parents avaient réprimé cette émotion en nous disputant, eh bien, on aurait fait cette association selon laquelle s'exprimer de façon forte est quelque chose de négatif. C'est une sorte de conditionnement, cette ombre, d'après la psychanalyse. Évidemment que cette définition de la psychanalyse est limitée, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, la psychanalyse dit que l'inconscient, en gros, est dans notre âme ou dans notre psychisme, sans vraiment préciser ce que serait l'âme ou le psychisme. En fait, de façon technique, on pourrait dire que l'ombre se situe dans notre corps causal, c'est-à-dire dans cette mémoire de la vie qui est reliée à notre âme et qui va définir exactement quelle est notre relation à tout ce qui existe dans la vie. On a une relation à chaque chose, une relation aux animaux, à chaque animal en particulier, une relation aux femmes, une relation à chaque être humain en particulier, une relation à l'autorité. On a comme ça, si vous voulez, un petit peu comme si on était un neurone central qui se relie à différentes parties de la vie, ou bien, comme en astrologie, un soleil qui se relie à différentes planètes. Et il y a des qualités de relation, comme on peut le voir dans une carte astrale, entre notre moi et ces différentes parties de la vie. C'est ce qu'on peut appeler profondément le corps causal, c'est-à-dire quel est l'état de nos relations. Si j'ai une excellente relation, par exemple, au masculin, eh bien je crois que la force est une chose positive, donc j'ai de la force, donc j'ai du courage. Si j'ai une relation, par exemple, négative au masculin, j'associe le masculin à la violence, eh bien je vais être un petit peu en retrait, un petit peu timide, un petit peu dans le doute d'être vraiment moi-même pour éviter les conflits, etc., etc. Chaque grande relation apporte certains types de grandes qualités ou de grands problèmes, et une façon de voir l'ombre, eh bien l'ombre c'est tout ce qui ternit l'ensemble de ces relations, c'est tous les traumatismes non seulement de cette vie présente, mais des vies précédentes, qui vont affecter la circulation naturelle entre le centre de notre moi et la périphérie de notre moi, qui sont donc ces relations aux différentes parties de la vie.
C'est la définition la plus profonde qu'on puisse faire de l'ombre. Maintenant, l'ombre va descendre niveau après niveau dans nos différents corps, jusqu'à notre corps physique. Et donc, l'ombre va se manifester aussi par des pensées, l'ombre va se manifester par des émotions, l'ombre va se manifester par l'intelligence de notre corps énergétique. Ce corps énergétique va pouvoir avoir certains blocages ou une certaine fluidité suivant la nature de notre ombre. Et une autre façon très intéressante de voir notre ombre, eh bien, c'est comme une sorte de double, hein, comme une sorte de golem, on pourrait dire, qui contient toutes nos parties sombres et qui a une certaine forme d'autonomie, un petit peu comme Gollum, justement, dans Le Seigneur des Anneaux, qui est le double de Frodon, ou comme le Horla dans la nouvelle de Maupassant, ou comme Voldemort, qui est le double de Harry Potter. Il y a des milliers d'exemples dans la littérature, ou le tableau de Dorian Gray, dans le portrait de Dorian Gray, autant d'exemples qu'on veut, de doubles en fait qui sont quelque chose quand même d'un petit peu d'extérieur et qui des fois peuvent nous manipuler. Ce double n'est pas un être conscient, n'est pas quelque chose qui aurait une conscience propre et qui pourrait agir de lui-même, mais c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égrégore de l'ensemble de nos émotions, pensées, actes négatifs. Et pour atteindre la libération spirituelle, on est obligé de rencontrer ce double, comme on voit toujours que le super-héros rencontre le super-méchant dans les films, les histoires, etc. Et bien sûr, on ne peut pas tuer ce double sans se tuer nous-mêmes, puisqu'il est nous-mêmes et il est une partie importante finalement de nous-mêmes. Et c'est ce qui est représenté dans Harry Potter avec Voldemort et Harry Potter, qui sont finalement tout à fait indissociables l'un de l'autre. Si Harry Potter ne meurt pas, Voldemort ne peut pas mourir. Et donc Harry Potter doit passer par ce processus de la mort de l'ego dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. On peut parler aussi des conséquences de cette ombre, et quelque part, elle rend notre personnalité double. Nous pouvons être des personnes charmantes à un instant, et si la vie, ou si les circonstances, ou si quelqu'un appuie exactement sur les bons boutons, on peut tous se transformer en un monstre. C'est ce que beaucoup de films ont montré. Là encore, on ne manque pas d'exemples, et nous-mêmes, nous avons déjà rencontré ces personnes qui, au premier abord, semblent charmantes, et qui, en fait, quand on va appuyer sur certains boutons, qui sont peut-être assez nombreux chez certaines personnes, vont se transformer en véritables monstres. J'ai parlé notamment de ça dans mes vidéos sur les pervers narcissiques, vous pouvez aller les regarder. Mais cet exemple de la personne qui avait l'air charmante, à qui on fait une remarque désagréable, ou bien on fait une action qui pourrait paraître insignifiante, on fait tomber une cuillère, on met quelque chose au mauvais endroit dans le frigidaire, ce genre de détails, vous avez tous vécu ce genre de situation avec des personnes qui sont très très pointilleuses et qui vont très facilement s'énerver sur un détail. Eh bien ce détail est un lien qui existe entre ces personnes et leur ombre, et qui permet justement à cet égrégore énergétique, émotionnel qu'est l'ombre, de créer un pont entre la personne et ce qu'on peut appeler le mal, c'est-à-dire que les forces du mal vont utiliser ce pont de l'ombre de la personne pour réellement jouer avec la personne et lui faire dire ou faire des choses extraordinairement désagréables. Mais, attention, car l'ombre n'est pas notre ennemi, au sens où justement, tant qu'on va l'antagoniser, on va voir ça plus en détail dans la 5e partie, on ne peut pas la vaincre, d'une part, et puis d'autre part, eh bien, cette ombre, c'est aussi le réservoir de tous nos trésors. Je vous en parle aussi en détail dans la fin de la 3e partie. Allez, deuxième partie de cette vidéo, on passe à comment repérer l'ombre. À vrai dire, repérer son ombre n'est pas quelque chose de très compliqué. Un premier critère assez évident, c'est quand on boucle dans quelque chose, dans une journée ou dans des cycles plus longs, ça peut être sur des mois ou des années, mais l'être humain est un être créatif, donc quand on a une forme de robotisation et qu'on est en train de se transformer un petit peu en Charlie Chaplin dans les temps modernes, ou autre sketch comique, en fait on devient comique par la répétition, car justement on n'est plus vraiment un être humain, comme disait Bergson. Et donc ça c'est vraiment un gros, un gros red flag si on veut, on est en train de rentrer dans son ombre quand on commence à bugger d'une façon ou d'une autre, mais l'une des façons vraiment les plus déshumanisantes et les plus ridicules et les plus amusantes, à partir du moment où on arrive à rire de nos propres répétitions, on n'est déjà pas très loin de la guérison. Mais voilà, repérez ça dans vos journées, dans vos façons de parler, dans vos façons d'être.
toute répétition, tout automatisme traduit quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'ombre. Après, on est bien d'accord qu'avoir des bonnes habitudes, avoir des bons rituels peut être beaucoup mieux en fait que le contraire, mais ça reste souvent un petit peu de l'ordre d'une protection. Et puis les schémas négatifs répétitifs dans nos vies professionnelles, amoureuses, amicales, même de loisirs, peuvent nous montrer là aussi qu'on est entré dans l'ombre. L'ombre, comme je vous l'ai dit, va se manifester par tout ce qui bug dans notre vie, donc ça peut être des bugs intellectuels. On revient sur la même idée, ou j'ai souvent ça en séance, une idée, le client regarde comme ça, parce que justement c'est une idée qui va connecter en fait la personne à son ombre, mais cette fois-ci pour aller vers de la conscience, mais dans un premier temps, l'ombre va tenter un brouillard de guerre. Non, en fait, il n'y a rien ici. C'est bien caché dans le placard, c'est vraiment pas la peine de l'ouvrir. Donc, quand vous remarquez ce genre de bug intellectuel, c'est certainement que vous avez touché votre ombre, ou de pensées obsessives, de pensées vraiment très récurrentes. Les bugs émotionnels, évidemment, quand vous vous sentez tout à coup moins bien, ou quand vous vous sentez durablement moins bien, vous avez touché votre ombre, vous pouvez en être sûr. Dans ce qui fait dans notre ombre aussi, il y a les bugs énergétiques, alors ça peut aller de un simple petit agacement, simple petite tension, simple petit stress, à colère, dépression, tristesse. Tout état émotionnel qui est moins que la joie entière d'un enfant montre qu'en fait on a encore du travail à faire sur notre ombre. Donc, comme je vous le dis, on est très rarement en fait dans ces états vraiment de plénitude émotionnelle, intellectuelle, énergétique. Donc, si on y est attentif, on peut toujours débusquer un peu plus de notre ombre. Et bien que notre ombre soit littéralement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en train de ruiner notre état énergétique à chaque instant de notre vie, qui fait qu'on a besoin de prendre du café, qui fait qu'on dort mal, qui fait qu'on peut se disputer avec tel ou tel, c'est vraiment... c'est impossible en fait de ne pas la voir, elle est vraiment partout dans chacune de nos actions. Mais ce qui est extraordinairement comique, c'est qu'il y a quand même une grande partie du temps où on se dit « Ah, je suis quand même bien, je suis quand même une bonne personne, je suis quand même génial ». Et on a raison de penser ça parce que c'est l'autre revers de la réalité et il vaut mieux se focaliser sur ça. Mais si on veut voir notre ombre, je pense que de façon assez évidente, on peut la voir vraiment à chaque instant sans être très clairvoyant. Mais le deuxième comique de la situation par rapport à notre ombre, bien que ce soit littéralement donc cet éléphant dans le magasin de porcelaine et que toute personne un tant soit peu lucide et pas totalement endormie puisse le voir à chaque seconde, eh bien souvent nous ne le voyons pas et pendant très longtemps, une partie donnée de notre ombre, nous allons la sous-traiter auprès de personnes, auprès de situations, et nous allons nous énerver sur tel ou tel, pour en fait réaliser ce mécanisme de projection qui est en fait sortir les poubelles et espérer que quelqu'un va les ramasser. Et vous savez exactement comment ça se passe, en général vous balancez la poubelle par la fenêtre, ça tombe sur la tête de quelqu'un qui attrape la poubelle, et prend une autre qu'il avait lui-même dans la main et vous renvoie les deux poubelles par la porte ou par la fenêtre et vous disiez mais quel scandale. Cette situation est vraiment intolérable, inadmissible, mais c'est justement dans cette projection, par le fait que votre poubelle initiale ait été doublée par celle de votre voisin, compagnon, compagne, ami ou patron, que eh bien, vous allez petit à petit prendre conscience qu'elle existe. Donc cette méthode de la projection demande d'avoir conscience de qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie. Regardez quel genre de situation, quel genre de personne, quel genre de défaut vous n'aimez pas et vous connaîtrez votre ombre. À cela, bien sûr, il faut ajouter que ce miroir, ça peut être un miroir direct. Je suis en colère et je m'énerve contre les personnes qui se mettent facilement en colère, donc miroir direct. Et puis il y a le miroir inversé, des personnes qui s'autorisent à faire quelque chose qu'on ne s'autorise pas, mais que peut-être on devrait s'autoriser un peu plus à faire. Par exemple, une personne s'énerve contre les personnes qui auraient un côté jouisseur, et elle-même, elle est un petit peu psychorigide par rapport à la jouissance. Donc là, c'est un miroir inversé. Quand on est face à des projections, c'est intéressant de faire cet exercice de eh bien, est-ce que cette personne me reflète exactement la même chose que je ne veux pas voir en moi, ou est-ce que cette personne ne veut, ou est-ce que je suis en train de m'énerver contre un défaut
qui reflètent finalement une qualité que je n'intègre pas. Chaque défaut, utilisé de façon sage, devient une qualité. Par exemple, la gourmandise, on peut dire que c'est un défaut qui détruit notre santé, mais la gourmandise en quantité juste, c'est l'appréciation de la nourriture, et apprécier la nourriture permet d'avoir une joie de vivre, permet de la digérer mieux, permet de mieux utiliser la nourriture. Apprécier la nourriture, finalement, c'est honorer, c'est avoir une forme de gratitude par rapport à cette nourriture. Donc, la gourmandise dans une proportion juste est finalement une forme de gratitude. Et on pourrait dire la même chose de tous les défauts, donc souvent on s'énerve contre un défaut parce que nous ne sommes pas capables, nous avons un blocage psychique par rapport à la qualité opposée qui lui correspondrait. L'une des projections les plus drôles qui soit, c'est la personne psychorigide. Je crois que je ferai une vidéo quasiment comique sur ce sujet parce que c'est vraiment un truc qu'on vit au quotidien. Bénis soient les personnes psychorigides autour de vous, puisque on a tous ce moment, alors ça peut être le patron, ça peut être le couple, ça peut être le père, ça peut être le fils, mais on en a tous une qu'on croit être psychorigide sur un certain sujet autour de nous. Une personne qui veut toujours ranger les choses de la même façon, faire les choses de la même façon, dire les choses de la même façon. On en connaît beaucoup. Ce qui est formidablement drôle, c'est qu'on croit toujours que c'est l'autre qui est terriblement psychorigide, mais que nous, absolument tout ce qu'on fait, eh bien, on est vraiment en droit de le faire parce que c'est juste, parce que c'est bien, parce qu'on a des preuves vraiment factuelles que c'est la meilleure façon de faire, de penser et d'être. Et vous avez compris où je veux en venir, le psychorigide, en fait, il nous montre nos propres psychorigidités. Il nous montre qu'on a perdu quelque chose de cette fraîcheur du bébé dont je parlais dans la vidéo sur le vieillissement et le rajeunissement. Et donc, bénissez chaque psychorigide que vous rencontrez au magasin, dans votre couple, dans vos amis, dans votre travail, car il vous rappelle que vous aussi, il y a des choses que vous ne lâchez pas, il y a des principes un petit peu stupides. On pourrait paraphraser Nietzsche d'une façon évidemment ici très libre, en disant que notre ombre s'amuse à porter les masques de nos valeurs, et il n'y a rien de plus vrai dans la vie. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un que vous soupçonnez ou qui vous énerve par sa psychorigidité, demandez-vous, vous, aujourd'hui, peut-être même maintenant, quelle valeur, quelle pseudo-valeur vous êtes en train de porter pour protéger précieusement votre ombre. On pourrait dire sans exagérer que toute notre vie est une projection de notre monde intérieur. C'est ces théories qu'on trouve dans le chamanisme selon lequel on rêve notre vie. C'est ces théories aussi de la pensée positive finalement dans lesquelles notre intellect, mais évidemment c'est pas que notre intellect, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt notre corps causal qui cause notre intellect, mais bref. Notre intellect, dans une certaine mesure, manifeste aussi notre vie, et ça va se manifester dans les moindres détails de notre vie. On pourrait regarder jusqu'à l'état de santé de nos animaux pour voir nos ombres. J'ai déjà vu, par exemple, un maître avoir mal au poignet et le chien se faire mal à la patte au même endroit le même jour, un maître avoir mal à tel œil et le chien avoir mal au même œil le même jour, etc. C'est pas très difficile de voir qu'en fait les animaux, mais aussi les voitures, mais aussi les maisons, sont là encore un reflet qui demande un petit décodage que personnellement je fais dans les séances. Quand une personne vient me voir, on va analyser vraiment qu'est-ce qui se passe dans son travail, dans sa vie amoureuse. Et si on n'a pas assez que ça, on pourra regarder ce qui se passe dans sa santé. En général, avec l'astrologie, le travail et la santé, on arrive déjà au cœur du sujet, mais c'est toujours intéressant de voir un élément qui vous parle spécifiquement. Votre voiture a un problème récurrent, votre animal domestique a un problème récurrent, et bien ça vous parle de votre ombre. Bon, on s'est bien amusé avec tout ce qui peut manifester notre ombre. Ce ne sont pas des choses qui manquent dans notre vie. Et puis dans ce qui peut manifester, cette fois-ci, le positif de notre âme, comme en ce moment il y a un chat qui est arrivé, eh bien, notre âme contient aussi beaucoup de choses positives, et il y a heureusement aussi dans notre quotidien beaucoup de très belles rencontres, beaucoup de très bons moments. Le chat me griffe aussi, mais c'est quand même sympathique. Il y a donc dans notre quotidien beaucoup de choses comme ça qui nous apportent de la vie, qui nous apportent de l'espoir. Et finalement, tout ce qu'on admire autour de nous, tout ce qui nous fait vibrer, est aussi, d'une certaine façon, eh bien, une manifestation de ce qu'il y a de positif.
contenus par notre ombre et que nous pourrions nous aussi développer. Un point assez facile à repérer par rapport à nos ombres, c'est notre posture. En général, il y a une partie de la journée où on arrive à rester dans une bonne énergie. Pour la plupart des personnes, peut-être la moitié de la journée, où on se tient à peu près droit. En général, quand les personnes sont au travail, ils ont envie de donner une impression positive et ils se tiennent droit, mais pour à peu près tout le monde, le reste du temps, on est plutôt comme ça, voire comme ça, voire comme ça, parce que, eh bien, on a lâché, on est reparti dans se mettre en mode repos, ne pas dépenser trop, ne pas se montrer trop, ne pas être trop vulnérable, et on s'éloigne en fait de la posture assez normale, assez naturelle, assez inspirée de l'être humain, qui serait une posture où notre cœur est devant. La partie de notre corps qui est devant indique celle qui nous domine, donc ça peut être des fois la tête, si on est vraiment très pensif, souvent ça peut être le sexe, les pieds, le ventre, mais théoriquement ce qui caractérise l'être humain c'est sa zone subjective, c'est sa poitrine, et on devrait avoir la poitrine un petit peu en avant par rapport au reste. Puisque c'est un travail d'intégration, si vous faites de l'ombre votre adversaire, eh bien vous risquez de l'alimenter. En fait, à chaque fois que vous rentrez dans votre ombre, vous allez l'alimenter. C'est pour ça que le travail de conscience que je vous propose dans cette vidéo, il est essentiel, parce qu'évidemment, si vous prenez par exemple l'habitude de vous mettre en colère dans telle ou telle situation, par exemple sur la route, par exemple quand votre chéri vous demande tel ou tel service, etc., etc., en fait, cette habitude va renforcer le mécanisme et va se déclencher à des seuils de plus en plus bas, et donc vous aurez en fait travaillé contre vous-même. Donc, puisque c'est un travail d'intégration, il faut voir l'ombre comme eh bien une terre, comme une mine d'or qu'on est en train de creuser. Donc oui, c'est dur, mais cette mine d'or, finalement, c'est quand même avant tout notre richesse véritable. C'est nos puits de pétrole qu'on va pouvoir forer. Et plus on va creuser profond, plus on va trouver de la richesse qu'on pourra commercer avec les autres, et plus on va être riche, en fait. Donc on l'a dit, ne pas combattre l'ombre, mais l'intégrer. Et le deuxième outil qu'on peut avoir, eh bien, c'est cette observation neutre. C'est important d'avoir ce regard critique sur soi-même, mais sans être critique, sans être négatif, sans ajouter de la honte sur soi-même. On peut très facilement vivre cette émotion de honte quand on regarde toutes les choses qu'on fait de façon imparfaite, mais si on a cette volonté de s'améliorer, c'est pas la peine d'y ajouter de la honte. La honte vibre vraiment très très bas, elle nous ralentit vraiment beaucoup, elle nous freine, et c'est pas la peine de nous rajouter ça. Donc, on regarde, mais de façon bienveillante, de façon neutre, et on peut se poser 3 questions. Là, vous pouvez les écrire, vous pouvez les faire mentalement, simplement. La première question, c'est quelles sont les parties de moi que je n'apprécie pas ? Je vous mets à l'écran une liste de parties intérieures très classiques qu'on a du mal à aimer, enfin je vous en mets même un paquet. Donc première question, quelles sont les parties de moi que je n'aime pas ? Deuxième question, quelles sont les parties de moi que je juge ? Des fois des mots un petit peu différents nous amènent à des ressentis différents et donc nous connectent à des parties différentes. Et puis troisième question essentielle, de quelle partie de moi ai-je peur ? Voilà, si vous faites cet exercice consciemment, tranquillement, vous allez forcément assez facilement voir des ombres importantes que vous avez. Et on peut faire cet exercice pour les autres. Quelles sont les personnes que je n'apprécie pas ? Et de la même façon, quelles sont les parties de la vie, quelles sont les situations de la vie que je n'aime pas, que je juge, dont j'ai peur. On peut faire donc ces questions pour soi-même, les autres et la vie, et ça va nous donner une carte des différents aspects qu'on a du mal à intégrer. Troisième point qui me semble essentiel pour le travail sur l'ombre, eh bien c'est le travail avec les vies passées. Alors, si vous n'y croyez pas, c'est pas un travail que vous allez pouvoir faire. Et de même, si vous êtes submergé déjà par la vie présente, c'est pas nécessaire peut-être d'aller voir dans les vies passées. On a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de miroirs à travers absolument tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on a déjà énormément d'informations qui sont déjà vraiment très 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 riches. Donc à la limite, on pourrait faire une grande partie du travail sans aller même voir les vies passées. Et on pourrait même supposer que par un travail sur les archétypes suffisamment précis,
On pourrait faire l'ensemble du travail en supposant voilà, qu'il y a des parties qui nous appartiennent, c'est-à-dire quelque part on revit, je sais pas, l'archétype du guerrier, l'archétype de la prostituée, l'archétype de la sorcière, sans savoir précisément ce qu'on a été, ou même sans croire à ce qu'on a pu être ou non dans des vies passées, et en interprétant ça comme quelque chose de psychogénéalogique, ou avec une autre interprétation, invoquant par exemple l'inconscient collectif ou je ne sais quoi. Si on fait un travail très profond sur les archétypes, nos archétypes intérieurs blessés, indépendamment du travail sur les vies précédentes, eh bien on va pouvoir guérir cet archétype, ce qui est finalement ce qui importe, puisqu'on va soigner cette relation par rapport à cette partie de la vie et cette partie de nous-mêmes. Maintenant, il ne reste pas moins que si on en a la capacité, si on y croit, travailler avec une personne qui peut vous donner des indications sur des vies passées, ou soi-même faire une méditation consciente, tranquille, dans laquelle on laisse venir des images qui peuvent nous donner des indices, qui peuvent nous donner justement des situations ou des archétypes dans lesquels on était, peut être un élément qui nous aide vraiment à guérir et à réintégrer justement cet archétype. Si on fait de l'astrologie à un niveau avancé, comme je le propose dans mes cours, comme je le propose dans mes consultations, mais comme vous pouvez aussi apprendre à le faire par vous-même, eh bien, le nœud sud, dans son signe, dans sa maison, dans ses conjonctions, dans ses aspects, avec le maître du nœud sud, eh bien, nous donne un certain nombre d'éléments qui précisent quand même beaucoup ce qui a pu se passer, quel est l'archétype principal à guérir dans cette vie. Mon expérience de 20 années de travail intense sur l'ombre tendrait à me faire dire que 80% de ce qu'on vit vient des vies passées et seulement 20% des situations de la vie présente. Et de même, de façon générale, ce qu'on vit dans une situation donnée, il y a seulement 20% qui est déclenché par la situation et 80% qui vient du passé. Cette règle des 80-20, c'est une bonne règle de façon générale pour revenir à de la réalité quand on a tendance à s'emporter par rapport à une situation, une personne, et de se dire, bah non, en fait, voilà, il y a ça qui déclenche, mais la vérité, la réalité de la situation, en fait, elle est ailleurs. Quatrième point passionnant pour travailler sur l'ombre, eh bien, c'est de repasser toute sa biographie en revue, point par point. Alors c'est un travail qui peut être assez long, hein, mais vous commencez, alors soit vous commencez de maintenant et vous allez à reculons, si vous sentez de faire comme ça, c'est bien, parce que souvent on a quand même plus l'impression que c'est de là que ça vient, c'est plus les problèmes de maintenant qui nous touchent. Donc revenir et voir quelles sont les parties blessées au fur et à mesure de la biographie. C'est important globalement de réussir à fluidifier sa biographie pour qu'il n'y ait plus de zone de blocage. Il y a forcément dans n'importe quelle biographie, évidemment dans certaines beaucoup plus que d'autres, des zones de traumatisme. Et une partie très importante du travail thérapeutique, du travail de guérison de l'ombre, c'est justement de réussir à écrire la fin des chapitres qui se sont terminés de façon terrible. Dans un roman, y a des personnages qui se retrouvent comme ça au bord d'une falaise, ou affamés, ou perdus dans la forêt. Et on ne peut pas laisser ces personnages comme ça, en fait. Et souvent, on a laissé notre enfant intérieur, notre adolescent intérieur, notre femme intérieure, etc. Justement, dans des chapitres comme ça, et puis, hop, on va plus trop les explorer, et donc cet arc de notre histoire biographique générale est resté en fait sur ce moment traumatique. Donc c'est très important en fait d'aller écrire la suite. Il était perdu dans une forêt, ses parents l'avaient abandonné, et tout à coup quoi en fait, hein, c'est là qu'on peut intervenir, soit revivre la situation de là où on la vivait en tant qu'enfant par exemple, soit faire de l'autoparentage et prendre soin de l'enfant tel qu'il était à ce moment-là. Voilà, hein, donc c'est important de ne pas laisser de parties tragiques, de parties douloureuses, mais par l'écriture, et ça peut être aussi par l'art, si vous aimez bien écrire de la poésie, si vous aimez bien peindre, si vous aimez bien chanter, si vous aimez bien utiliser un instrument, etc., c'est extrêmement précieux et c'est important. Je pense que toute personne qui a vraiment envie de faire un travail avec l'ombre doit apprendre à exprimer son émotionnalité. Je l'ai exprimé dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment essentiel. Je veux dire, au moins colorier des mandalas, ce serait acheter des cahiers de coloriage de mandalas, ce serait vraiment un minimum, ou s'inscrire à un groupe de danse, trouver quelque chose, peut-être se forcer un petit peu au début vers ce qui nous attire quand même le plus, mais avoir cette arme, parce que sinon, si on reste seulement dans le mental, c'est un peu fatigant et on peut pas y passer beaucoup de temps. Or, ce travail sur l'ombre, comme je vous l'ai dit, il prend très logiquement des années, des heures, des jours, etc. Donc c'est important de pas toujours utiliser la tête, mais de pouvoir aussi utiliser le cœur pour se reposer.
dans ce travail de réappropriation du passé, donc éventuellement par l'écriture, hein, mais ça pourrait être par le théâtre, ça pourrait être par l'art. C'est important de trouver un moyen d'expression, disons, pour mettre à l'extérieur de façon sensée votre passé, et de façon un petit peu contre-intuitive, et qui ne vous sera pas toujours dite, mais qui est importante. On ne peut pas réécrire le passé sans une certaine vision du futur. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vers quoi vous allez, eh bien, c'est plus difficile de savoir pourquoi vous avez vécu le passé. En fait, les événements les plus traumatiques de notre vie vont prendre du sens parce qu'ils nous ont donné une clé, ils nous ont donné un trésor, ils nous ont donné une transformation qui nous est utile, en fait, maintenant, ou qui va nous être utile dans le futur. Donc, quelque part, le futur éclaire le passé. Donc, c'est important d'avoir cet ensemble historique. Et des fois, on n'y arrive pas tout seul, on a besoin d'en parler avec des amis. C'est, de façon générale, le travail avec l'ombre. Il y a une partie qu'on peut faire seul, et il y a une partie où on a besoin de feedback, on a besoin d'interaction, pour pas rester dans la même boucle et justement sortir de cette boucle. C'est Boris Cyrulnik qui dit que l'un des gros facteurs qui fait qu'on ne peut pas guérir, eh bien c'est l'isolement. Donc ne restez en aucun cas isolé, mais même si vous avez tendance à pas trop aimer les gens, forcez-vous à trouver des gens qui vous ressemblent. Il y en a, alors je sais, quand on est un peu perché, un peu dans les trucs spirituels, il y en a moins, mais si vous y passez du temps sur les réseaux sociaux, si vous sortez, forcément vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Et puis la dernière étape, la plus savoureuse, la plus joyeuse du travail que je vous propose avec l'ombre, évidemment on pourrait avoir 3 millions d'exercices sur ce travail, je vous en propose dans cette vidéo 5 que je trouve vraiment importants, vraiment bons. Et donc ce travail, c'est de récupérer les cadeaux. Vous savez que les pires choses sont aussi liées aux meilleures, comme dans mes vidéos sur le pervers narcissique, je vous parlais comment, bien souvent, le pervers narcissique nous montre aussi comment on peut développer cette estime de soi, comment on peut avoir une direction puissante dans notre vie. Et puis, je ne l'avais pas dit, mais je le rajoute maintenant, ça peut être aussi comment on se connecte avec notre énergie sexuelle. Quelque part, le pervers narcissique, il est très connecté à son désir, il est très connecté à son élan sexuel de reproduction, de possession, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est incroyablement sexy et charismatique, parce qu'il est à fond dans son énergie sexuelle, même s'il ne la maîtrise pas du tout, donc ça part un petit peu en feu d'artifice dans tous les sens, en colère, en tromperie, etc. Mais, par rapport à beaucoup d'entre nous, le pervers narcissique dispose d'une puissance magnétique, d'une puissance de rayonnement qui nous manque. Donc de la même façon, une fois qu'on a arrêté de lutter contre, par exemple, voilà, ce genre de relations qu'on a eues avec des personnes abusives, toxiques, etc., on peut, par exemple, se reconnecter à cette énergie sexuelle qu'on avait nous-mêmes éventuellement réprimée parce que on est une personne morale, on est une personne chrétienne, on est une personne qui suit un certain code de conduite, et souvent, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, ce sont ces valeurs utilisées par nos ombres qui font qu'on devient un petit peu mort, un petit peu rigide, là où il faudrait, suivre plutôt l'élan de l'amour, l'élan de l'unité, l'élan de l'inspiration. Et pour ça, quand on est reconnecté par la réconciliation avec ces aspects puissants, avec on pourrait dire cet adolescent intérieur auquel correspond le pervers narcissique, on retrouve plus de vitalité, plus de jeunesse, plus d'entrain, plus de liberté, sans avoir évidemment les inconvénients qu'a le pervers narcissique, qui lui va du coup être adolescent, mais il va être que ça, et créer tellement de dégâts autour de lui que finalement sa vie même à lui est un enfer. Par rapport aux cadeaux, je vous propose 2 petits exercices. Donc le premier, c'est 2 questions très simples. Première question, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Donc là, c'est pareil, vous pouvez la penser, vous pouvez l'écrire, parce que c'est souvent la peur qui nous empêche justement de manifester nos cadeaux, nos dons, nos souhaits, notre vocation. Et puis deuxième question, si je pouvais transformer ma vie, c'est la baguette magique en coaching, cette question. Si je pouvais transformer ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc là, ça permet de déblayer un petit peu tous les doutes du mental qui nous disent que tel truc n'est pas réaliste, tel truc n'est pas faisable. Déjà, voilà, avec cette question, on rouvre le champ des possibles pour voir qu'est-ce que, au-delà du mental, justement, on pourrait faire. Après, évidemment, il s'agit de voir comment réaliser ça, et il y a des choses qui ne sont réellement pas possibles. Mais souvent, c'est le mental ou la peur qui essaie de nous faire croire que des choses qui, en fait, seraient vraiment bonnes et auxquelles on aspire réellement ne sont pas possibles. Donc cette deuxième question est intéressante aussi. Et puis, on a aussi, dans cette recherche des cadeaux intérieurs, tout ce qui est de l'ordre de la quête de vision,
tout ce qui est de l'ordre du rêve éveillé, tout ce qui est de l'ordre de la méditation du rêve. Vous pouvez trouver sur internet des méditations de quête de vision, méditation chamanique, méditation de recherche des cadeaux. Vous pouvez aussi certainement trouver des explications sur le yoga du rêve. À un niveau basique, le yoga du rêve consiste à s'endormir avec un état vibratoire élevé, donc sans avoir trop mangé, pas trop gras, pas trop de protéines, pas trop tard. Et on place cette intention de recevoir des informations pendant son rêve. Éventuellement on peut prier si on croit en certains êtres ou certaines forces qui peuvent nous aider à les obtenir. Et à chaque fois que j'ai fait ça, en tout cas, et que je m'étais pas endormi dans un état trop désastreux, j'ai effectivement eu des réponses par les rêves, et je pense que ça peut vous arriver aussi assez facilement. Après, il y a plusieurs techniques de yoga du rêve, vous pouvez donc regarder d'autres vidéos, j'en ferai peut-être également. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à retrouver tous les cadeaux qui sont cachés dans l'ombre. L'ombre, c'est un peu ce dragon terrible qu'il y a dans la mythologie nordique ou chez Tolkien, Smaug, qui garde en fait tout le tas d'or de notre énergie sexuelle, de notre créativité, de notre joie de vivre, de notre enfant intérieur, de notre amour, et eh bien, en l'intégrant, ce dragon, eh bien, on peut le chevaucher, et en chevauchant ce dragon, on a une vie beaucoup plus amusante. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager avec les personnes qui la regarderont, elles sont bienvenues, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de transformation intérieure et de spiritualité. Merci.